C'était une nuit pluvieuse, une de celles qui semblent porter avec elle toutes les sortes de secrets sombres qu'une petite ville française peut cacher. Ce n'est pas par aventure ou par simple curiosité que je me suis retrouvé à fouiller dans le grenier. C'était une nécessité. La vieille maison que j'avais héritée de ma famille, malgré sa beauté décadente, nécessitait des réparations urgentes que mon portefeuille déjà mince pouvait à peine couvrir. Mon intention était claire: trouver quelque chose de valeur à vendre. Cependant, ce que j'ai trouvé parmi les boîtes poussiéreuses et les vieux meubles, c'est quelque chose qu'aucun argent ne pourrait valoriser, ni même ne devrait valoriser. Un journal intime, vieux et usé, avec une couverture en cuir et une serrure rouillée, semblait me chuchoter à travers le silence oppressant du grenier. Il appartenait à l'un de mes ancêtres, dont le nom était à peine lisible sur la première page. Les mots qui y étaient inscrits racontaient quelque chose de si troublant que, dans un premier temps, j'ai refusé d'y croire. Il parlait d'un rituel maudit, promettant un pouvoir et une richesse inimaginables en échange de terribles sacrifices. Cette nuit-là, alors que la pluie battait les vitres comme pour essayer d'entrer, une sensation de froid m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas la brise nocturne, c'était la peur, une peur que je n'avais jamais connue auparavant. L'idée que ma famille ait pu être impliquée dans quelque chose d'aussi infâme était terrifiante. Mais en même temps, une force inexplicable me poussait à poursuivre mes recherches. Peut-être était-ce l'espoir secret que tout cela n'était qu'une histoire mal racontée, une fiction concoctée par un ancêtre ayant un goût particulier pour le macabre. Le journal indiquait un endroit précis à la périphérie de la ville, un cercle de pierres anciennes qui, comme j'allais le découvrir, était connu des anciens comme un lieu de pouvoir et de malheur. En dépit de tout bon sens, j'ai décidé qu'il fallait que je voie cet endroit de mes propres yeux. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un, à travers les pages jaunies du journal, me guidait vers cet endroit. Et c'est ainsi que, sans le savoir, j'ai fait le premier pas d'un voyage qui allait mettre au jour de sombres secrets enfouis depuis des générations, des secrets qu'il valait peut-être mieux laisser dans l'oubli. Lors de ma visite au cercle de pierre, sous un ciel qui semblait peser autant que les secrets que j'essayais de percer, j'ai trouvé quelque chose qui défiait la logique. Des objets éparpillés sur le sol, vieux et couverts de mousse, semblaient être les vestiges d'une sorte de cérémonie. Parmi eux, de petites figurines à l'aspect grotesque et des bougies presque entièrement consumées. Chaque objet semblait porter en lui une aura de désespoir et de peur, comme s'il était le témoin silencieux d'actes innommables. Cette découverte anéantit tout espoir que le récit du journal ne soit qu'une fiction. La réalité du rituel commençait à s'imposer à moi avec une force que je ne pouvais ignorer. En rentrant chez moi ce soir-là, les cauchemars ont commencé. Ils étaient si vifs et si troublants que je me réveillais parfois incapable de distinguer le rêve de la réalité. Je voyais mes ancêtres impliqués dans des rituels macabres, offrant des sacrifices humains en échange de sombres promesses. Leurs visages, déformés par la folie et la soif de pouvoir, me hantaient même à la lumière du jour. Poussé par le besoin de comprendre et de mettre un terme à cette malédiction qui semblait avoir été ravivée, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire locale. J'ai découvert une série de disparitions et de morts inexpliquées qui hantaient la ville et qui remontaient toutes à l'époque où le rituel avait été pratiqué pour la dernière fois. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler et chaque nouvelle découverte ne faisait qu'accroître ma terreur. Lors de ma visite au cercle de pierre, sous un ciel qui semblait peser autant que les secrets que j'essayais de percer, j'ai trouvé quelque chose qui défiait la logique. Des objets éparpillés sur le sol, vieux et couverts de mousse, semblaient être les vestiges d'une sorte de cérémonie. Parmi eux, de petites figurines à l'aspect grotesque et des bougies presque entièrement consumées. Chaque objet semblait porter en lui une aura de désespoir et de peur, comme s'il était le témoin silencieux d'actes innommables.
Cette découverte anéantit tout espoir que le récit du journal ne soit qu'une fiction. La réalité du rituel commençait à s'imposer à moi avec une force que je ne pouvais ignorer. En rentrant chez moi ce soir-là, les cauchemars ont commencé. Ils étaient si vifs et si troublants que je me réveillais parfois incapable de distinguer le rêve de la réalité. Je voyais mes ancêtres impliqués dans des rituels macabres, offrant des sacrifices humains en échange de sombres promesses. Leurs visages, déformés par la folie et la soif de pouvoir, me hantaient même à la lumière du jour. Poussé par le besoin de comprendre et de mettre un terme à cette malédiction qui semblait avoir été ravivée, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire locale. J'ai découvert une série de disparitions et de morts inexpliquées qui hantaient la ville et qui remontaient toutes à l'époque où le rituel avait été pratiqué pour la dernière fois. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler et chaque nouvelle découverte ne faisait qu'accroître ma terreur. La découverte d'une chambre cachée dans le grenier a été le prochain signe que je m'étais trop impliqué. Caché derrière un faux mur, j'ai trouvé des inscriptions qui parlaient de la malédiction qui revenait à quiconque osait perturber le rituel. La chambre, remplie d'objets anciens et de manuscrits indéchiffrables, semblait être le cœur d'où émanait la malédiction. Le sentiment d'être observé devint constant, une présence obscure me suivait à chaque pas. Ce sentiment de surveillance constante commença à affecter ma santé mentale. Je voyais des ombres bouger du coin de l'œil, j'entendais des voix qui se taisaient lorsque j'essayais de les écouter. La frontière entre le réel et l'imaginaire s'est estompée et je me suis retrouvé de plus en plus isolé. Dans ma propre maison, un lieu qui était censé être un refuge, mais qui était devenu ma prison. La terreur psychologique que le journal a déclenchée dans ma vie est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Les nuits sont devenues un champ de bataille entre le besoin de repos et la peur de fermer les yeux. La peur de c'est eux que les cauchemars apporteraient ou de ce que je pourrais trouver en me réveillant. Dans un geste presque désespéré, j'ai essayé de me débarrasser du journal et de tous les objets qui avaient été déterrés avec lui, dans l'espoir que cela mettrait un terme aux événements surnaturels qui dominaient désormais ma vie. Mais, à ma grande surprise et à mon horreur, ils sont revenus. Peu importe la distance ou la façon dont je m'en débarrassais, chaque objet revenait toujours dans ma maison, comme s'il était lié à moi par une force invisible et indissoluble. Le changement de mon comportement et mon isolement croissant ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Marie, mon épouse. Elle m'observe, inquiète, m'enfoncer de plus en plus dans l'obsession qui s'est emparée de moi. Mes nuits étaient occupées par des recherches et des tentatives pour comprendre ceux qui avaient déclenché l'obsession, tandis que les jours étaient sombres, un brouillard constant d'épuisement et de paranoïa. Marie essayait d'intervenir, de me ramener à la réalité, mais j'étais trop perdu dans ma propre spirale de désespoir pour l'écouter. Au cours d'une de ces journées sombres, j'ai rencontré par hasard un descendant d'un autre participant au rituel, un vieil homme dont les yeux portaient le poids d'un terrible savoir. Il m'a mis en garde avec un sérieux qui m'a glacé jusqu'aux os. « Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire » m'a-t-il dit, sa voix rauque étant un murmure de peur et d'avertissement. Il y a des choses dans ce monde qu'il vaut mieux ne pas toucher. Ces paroles, au lieu de me dissuader, n'ont fait qu'alimenter mon obsession. J'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre. C'était ma perte. Chaque jour qui passait, ma fixation sur le journal et le rituel ne faisait que croître. Je croyais, dans mon arrogance, que je pouvais percer les secrets et peut-être même contrôler ce qui avait été libéré. Cette croyance m'a conduit sur un chemin dangereux, un chemin où la frontière entre le bien et le mal a commencé à s'estomper. Ma maison, qui était autrefois un lieu de chaleur et d'amour, est devenue un sanctuaire de mon obsession, chaque pièce résonnant du bruit de ma recherche désespérée de réponses. Marie, voyant ce que j'étais devenu,
s'est efforcé de me rejoindre à travers le gouffre qui s'était formé entre nous. Mais j'étais trop loin, perdu dans un océan d'anciennes malédictions et de promesses de pouvoirs obscurs. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais je marchais sur un chemin sans retour, un chemin qui menaçait non seulement ma santé mentale, mais aussi mon âme. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en nuits et les nuits en aubes, sans sommeil, je commençais à me perdre en moi-même, mon esprit n'étant plus qu'un réseau d'ombres et de chuchotements. Marie, le cœur brisé par la transformation qu'elle voyait en moi, fut témoin un soir d'un événement qu'elle n'oublierait jamais. Alors que la lune se cachait derrière de lourds nuages, elle m'a trouvé dans le grenier, parlant dans des langues que je ne connaissais pas, mes mains tremblant tandis que je disposais les objets rituels avec une précision troublante. Mes yeux, disait-elle, brillaient d'une lumière qui n'était pas la mienne. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un d'autre était avec moi, guidant mes mouvements. Cette nuit-là, poussé par une force que je comprenais à peine, j'ai essayé d'accomplir le rituel. Poussé par une promesse vide de pouvoir et par le désespoir de trouver des réponses, j'ai préparé ce que je croyais être le sacrifice final. Marie, voyant la folie consumer l'homme qu'elle aimait, a tenté de m'arrêter, mais j'étais hors d'atteinte, mon âme déjà perdue dans les sombres profondeurs invoquées par le rituel. Pendant ce temps, la ville environnante semblait sentir le réveil de quelque chose d'ancien et de maléfique. Les ombres se déplaçaient indépendamment de la lumière et les chuchotements emplissaient les nuits, poussant au bord de la folie ceux qui tentaient de les écouter. C'était comme si l'air était devenu lourd, saturé de la puissance d'un mal qui sommeillait depuis longtemps. Au plus fort de ma folie, Marie a fait l'impensable. Dans un acte d'amour et de désespoir, elle est intervenue dans le rituel, sa présence inattendue brisant le foyer de mon obsession. Pendant un instant, le brouillard de la folie s'est dissipé et j'ai vu l'horreur de ce que j'étais sur le point de faire à travers ses yeux. Mais la prise de conscience est arrivée trop tard. Les forces que nous avions libérées étaient comme une marée vivante, impossible à contenir une fois libérées. À ce moment-là, nous avons compris la véritable nature du sacrifice exigé par le rituel. Il ne s'agissait pas de la vie d'un étranger ou d'un animal, mais de quelque chose de bien plus précieux et dévastateur. Le prix du pouvoir était l'âme et la santé mentale de ceux qui étaient assez fous pour rechercher ceux qui ne leur appartenaient pas. Alors que les ombres se refermaient autour de nous, un choix terrible s'offrait à nous. Continuer et tout perdre ou faire face aux conséquences d'être allé trop loin. La nuit destinée à achever le rituel, coïncidant avec une éclipse qui plongeait le monde dans une obscurité encore plus dense, mes actions, guidées par l'entité qui me contrôlait désormais, atteignirent un point de non-retour. Le ciel nocturne, peint d'un noir profond, semblait attendre la montée en puissance des forces que nous invoquions. Les visions qui m'assaillaient étaient plus vives que jamais, me montrant non seulement les visages de mes ancêtres, mais aussi leurs avertissements désespérés, leurs supplications pour que je cesse mes recherches, avant qu'il ne soit trop tard. Ignorant leurs avertissements, j'ai continué, croyant dans mon arrogance, que je pouvais contrôler l'incontrôlable. La maison, devenue l'épicentre d'une énergie ancienne et maléfique, semblait vivante, ses murs vibrants d'une lumière éthérée. Marie, réalisant la profondeur de l'abîme dans lequel nous étions tombés, cherchait désespérément un moyen de me sauver des ténèbres que j'avais invitées dans nos vies. C'est alors qu'elle a découvert, parmi les pages usées du journal, la véritable nature du sacrifice ultime exigé par le rituel. La vie d'un être cher. La prise de conscience de cette vérité a fait monter d'un cran la terreur dans notre situation déjà désespérée. Marie, avec une force qu'elle ne soupçonnait pas, m'a affronté au plus fort du rituel, essayant de me ramener à la réalité, loin de l'influence de cette entité sombre. Le combat entre nous était plus que physique, c'était un combat pour mon âme. La tentative de Marie de me sauver des ténèbres qui me consumaient. Au milieu de notre combat,
l'entité que j'avais invoquée s'est manifestée. Une présence écrasante qui menaçait d'engloutir tout ce que nous étions. Marie, armée seulement de son amour pour moi et de sa détermination à nous sauver de la destruction, a trouvé une faiblesse dans le rituel, un moyen de l'interrompre avant qu'il ne soit trop tard. Avec l'amulette découverte dans le journal, un objet que mon ancêtre avait mentionné comme contre-mesure aux forces invoquées, elle a fait son dernier geste. L'amulette brillait d'une lumière qui lui était propre, un espoir lumineux face à l'obscurité écrasante qui nous entourait. Tandis qu'elle luttait pour me libérer de l'emprise de l'entité, la maison semblait se tortiller et crier, écho des tourments que j'avais déclenchés. Cette nuit fatidique, la bataille pour mon âme atteignit son apogée. Marie, l'amulette à la main, se battait non seulement contre moi, mais aussi contre l'entité obscure qui cherchait à m'utiliser comme son réceptacle. Moi, sous le contrôle presque total de cette force ancienne, je me retournais contre elle, poussé par une fureur et un désir de pouvoir que je ne reconnaissais pas comme mien. L'amour et la douleur se reflétaient dans ses yeux, un mélange d'émotions qui m'atteignait même à travers le brouillard de la possession. Le combat entre nous était plus que physique, c'était un combat pour mon âme, la tentative de Marie de me sauver des ténèbres qui me consumaient. Au milieu de notre combat, l'entité que j'avais invoquée s'est manifestée, une présence écrasante qui menaçait d'engloutir tout ce que nous étions. Marie, armée seulement de son amour pour moi et de sa détermination à nous sauver de la destruction, a trouvé une faiblesse dans le rituel, un moyen de l'interrompre avant qu'il ne soit trop tard. Avec l'amulette découverte dans le journal, un objet que mon ancêtre avait mentionné comme contre-mesure aux forces invoquées, elle a fait son dernier geste. L'amulette brillait d'une lumière qui lui était propre, un espoir lumineux face à l'obscurité écrasante qui nous entourait. Tandis qu'elle luttait pour me libérer de l'emprise de l'entité, la maison semblait se tortiller et crier, écho des tourments que j'avais déclenchés. Cette nuit fatidique, la bataille pour mon âme atteignit son apogée. Marie, l'amulette à la main, se battait non seulement contre moi, mais aussi contre l'entité obscure qui cherchait à m'utiliser comme son réceptacle. Moi, sous le contrôle presque total de cette force ancienne, je me retournais contre elle, poussé par une fureur et un désir de pouvoir que je ne reconnaissais pas comme mien. L'amour et la douleur se reflétaient dans ses yeux, un mélange d'émotions qui m'atteignait même à travers le brouillard de la possession. Marie a survécu, mais la femme qui est sortie de cette nuit n'était pas la même que celle qui y était entrée. Portant les cicatrices de cette bataille, elle quitta la ville et la maison que nous avions partagée, emportant avec elle le journal et l'amulette, promettant de trouver un moyen de détruire ceux qui restaient du rituel, afin que personne d'autre ne souffre comme nous l'avons fait. Après cette nuit, la légende du rituel maudit et de la bataille qui s'ensuivit commença à se répandre dans la ville, devenant une histoire de prudence racontée à voix basse. Marie, portant les souvenirs de cette terrible expérience, s'éloigna de tout, ceux qu'elle connaissait et de tous ceux qu'elle connaissait. Elle est partie en emportant le journal et l'amulette, symbole de notre amour et de la terreur que nous avions affrontée. Au cours de son voyage solitaire, elle a cherché à comprendre le rituel et à trouver un moyen de s'assurer que sa malédiction ne serait plus jamais invoquée. 6 nuits étaient consacrées à la recherche et au rituel de protection, tandis que le jour, elle errait, l'âme en quête de rédemption. Les années passèrent, et la ville commença lentement à se remettre des événements surnaturels qui l'avaient tentée. L'histoire du rituel maudit devint une légende urbaine, quelque chose dont on effraie les enfants ou dont on discute pendant les nuits sombres. Mais pour ceux qui avaient vécu cette époque ou qui avaient perdu quelqu'un à cause de l'ombre de la malédiction, la douleur était bien réelle, un rappel constant du prix de la curiosité et de l'ambition débridée. Cependant, malgré le temps et l'oubli, la vérité est restée cachée dans les ombres de la ville, un secret gardé par peu de gens.
les descendants des personnes impliquées dans le rituel, y compris Marie elle-même, savaient que la menace pouvait resurgir si les bonnes conditions étaient à nouveau réunies. Ils veillaient, transmettant le savoir de génération en génération, une lignée de gardiens contre un mal qui n'attendait que l'occasion d'émerger à nouveau. La maison où tout a commencé, aujourd'hui en ruine, est devenue un lieu sombre, évité par tous ceux qui connaissent son histoire. Mais la curiosité, comme toujours, est une force puissante. Des années plus tard, de nouveaux habitants, ignorant les histoires qui entourent le lieu, commencent à explorer les ruines. Parmi les décombres, ils retrouvent des traces du passé, dont l'amulette et quelques objets du rituel. Mais le journal d'Antoine et Marie est perdu pour eux, seule Marie sait où il se trouve. La ville, dont la mémoire collective est effacée par le temps, est plongée dans un sommeil agité. Les ombres des arbres semblaient se mouvoir avec une intention propre, et le vent portait les échos d'un passé qui refusait de s'éteindre complètement. L'histoire du rituel maudit, bien que réduite à des chuchotements et à des légendes, restait une cicatrice dans le paysage, rappelant que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Au fil des années, la chambre cachée qu'Antoine et moi avions découverte a fini par être retrouvée par les nouveaux habitants de la maison, qui n'étaient plus que ruines sous le soleil et le poids de l'oubli. Fascinés par les mystères et les légendes urbaines qui entourent le lieu, ils commencent à déterrer ceux qui avaient été scellés. Parmi les débris, ils ont trouvé les traces de l'ancien rituel, les artefacts qu'Antoine et moi avions désespérément tenté de détruire. L'amulette, dont l'aura sombre est toujours palpable, semblait attendre ce moment, comme si elle savait que son heure d'influencer le monde approchait à nouveau. Cependant, le journal, notre dernier lien avec le passé et la clé pour prévenir les catastrophes futures, restait introuvable, son emplacement étant un secret que je portais sur moi. La ville, bien qu'elle ne se soit jamais complètement remise des ombres que l'histoire du rituel avait projetées dans ses rues et dans l'esprit de ses habitants, essayait de passer à autre chose. Mais il y avait un silence, une sorte d'attente tendue, comme si, au fond, tout le monde savait que la malédiction n'avait jamais été vraiment brisée. Les familles qui gardaient les secrets du passé maintenaient leur tradition de vigilance, transmettant les histoires et les avertissements de génération en génération, un lourd fardeau porté dans l'espoir d'empêcher l'histoire de se répéter. Cependant, malgré les efforts déployés pour garder le passé enfoui, la découverte de la chambre cachée a ravivé l'intérêt pour le rituel maudit. Les spéculations et les théories se multiplient, alimentées par l'insatiable curiosité et la fascination pour l'occulte qui semble inhérente à la nature humaine. La ville se trouve alors sur le seuil, entre le désir d'oublier et la tentation de percer les mystères qui lui ont coûté si cher. Au milieu de ce tourbillon de souvenirs et de peurs ravivées, la maison, ou c'est eux qu'il en restait, devint un monument silencieux des conséquences d'une ambition débridée et de la quête d'un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Les ruines servaient de rappel sinistre, de cicatrices dans le paysage qui parlaient d'un passé qui refusait de reposer en paix.